On le voit partout maintenant. Des hommes dans la trentaine, la quarantaine, même la cinquantaine, qui ont réussi, bien établis, tout pour eux, et ils fuient le mariage comme si c'était radioactif. Non pas parce qu'ils ne trouvent pas de partenaire, non pas parce qu'ils sont brisés, mais parce qu'ils ont fait le calcul. Et le calcul est terrifiant. 56% de taux de divorce, c'est le chiffre qu'on vous jette à la figure, mais c'est le chiffre officiel. Celui qui permet à tout le monde de dormir la nuit. Le vrai chiffre, quand on compte les couples qui restent ensemble pour les enfants, pour le crédit immobilier, pour la mutuelle, pour le simple fait que recommencer à 50 ans ressemble à la mort, ce chiffre atteint 70, peut-être 75%. 3 mariages sur 4 sont soit morts, soit mourants. Et les hommes commencent enfin à comprendre ce que cela signifie. Vous voulez savoir pourquoi les hommes ne veulent plus se marier? Parce qu'ils ne sont pas stupides. Ils voient leurs amis se faire détruire par le juge aux affaires familiales. Ils voient leur père travailler jusqu'à la mort pour payer pour des familles qu'ils n'ont plus le droit de voir. Ils voient le jeu et ils choisissent de ne pas jouer. Non pas parce qu'ils détestent les femmes, non pas parce qu'ils ne peuvent pas s'engager, mais parce que le rapport risque-récompense est si catastrophiquement mauvais que seul un imbécile signerait ce contrat sans y réfléchir à 2 fois. Voici le paradoxe qui devrait vous terrifier. 86% des personnes divorcées se remarient dans les 5 ans. 86%! Pensez-y, ces personnes viennent de traverser un enfer émotionnel, une destruction financière, ont vu leurs enfants être déchirés entre 2 foyers. Et que font-elles? Elles font la queue pour recommencer. Comme des victimes de violences retournant vers leur bourreau, comme des joueurs qui viennent de tout perdre et retournent au casino avec leur dernière paie. Et ils disent tous la même chose. Cette fois, c'est différent. Le mensonge le plus cher de l'histoire de l'humanité. Cette fois, c'est différent. Mais ce n'est pas différent. C'est le même jeu avec un joueur différent, le même contrat avec une signature différente, la même illusion avec un visage différent. Et les hommes commencent à réaliser que le problème n'est peut-être pas de trouver la bonne personne. Le problème est peut-être le jeu lui-même. La psychologie derrière cela est fascinante et dérangeante. Nous sommes biologiquement programmés pour former des couples. La société nous conditionne depuis la naissance à penser que mariage égale succès, que célibataire égale échec. Votre mère vous demande quand vous allez vous marier. Vos amis publient leurs photos de mariage comme s'ils avaient gagné les Jeux Olympiques. Chaque film se termine par un mariage comme si c'était la ligne d'arrivée au lieu du coup de pistolet de départ. Et donc nous continuons à jouer, à perdre, à rejouer encore, comme des rats appuyant sur le levier pour de la cocaïne jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais les hommes commencent à briser cette programmation. Ils regardent le mariage non pas sous l'angle de la romance, mais sous celui du droit des contrats. Et quand vous examinez le mariage comme un contrat, quand vous enlevez les fleurs, la musique et les promesses d'éternité, ce qu'il vous reste est le pire accord commercial qu'un homme puisse signer. Vous pariez essentiellement la moitié de vos biens et de vos revenus futurs sur le fait que vos sentiments, et plus important encore, ces sentiments, ne changeront jamais. Dans quel autre domaine de la vie feriez-vous un tel pari? Parlons de quelque chose qui met tout le monde mal à l'aise. L'argent et les relations. La réaction immédiate est de crier aux profiteuses, aux femmes qui ne veulent que des ressources, à la corruption de l'amour pur par l'économie sordide. Mais c'est une pensée puérile. Chaque relation est un échange de valeurs, absolument toutes. Et prétendre le contraire est le meilleur moyen de finir fauché et aigri. Prenez l'exemple évident, l'homme âgé et riche avec une jeune et belle femme. Tout le monde pointe du doigt et chuchote, profiteuse, comme s'ils avaient découvert un scandale. Mais ce qu'il manque, c'est l'honnêteté de cet échange. Il apporte les ressources, la stabilité, l'expérience. Elle apporte la jeunesse, la beauté, l'énergie. Les 2 parties savent exactement ce qu'elles échangent. Il y a plus d'honnêteté dans cet arrangement que dans la plupart des mariages d'amour où les gens prétendent que l'argent n'a pas d'importance tout en tenant secrètement les comptes. Le problème n'est pas l'échange, le problème est l'illusion. Le problème, c'est quand cet homme plus âgé pense qu'elle l'aime pour sa personnalité.
quand il pense que son argent n'est pas un facteur, quand il croit à la performance au lieu de reconnaître la transaction. Au moins, la prostitution est honnête. Vous savez ce que vous achetez et ce que vous vendez. Mais le mariage prétend être une question d'amour tout en étant fondamentalement une question de ressources. Et c'est dans cette déconnexion que les hommes se font détruire. Parce que voici ce que les femmes comprennent que les hommes ne comprennent pas. L'amour est à la fois émotionnel et économique. Il l'a toujours été. À travers l'histoire, le mariage était principalement une institution économique. Les mariages d'amour sont une invention moderne, à peine vieille d'une centaine d'années. Et nous voyons maintenant que nos ancêtres n'étaient peut-être pas stupides. Peut-être comprenaient-ils que lorsque vous mélangez les sentiments avec les finances, lorsque vous prétendez que l'économie n'a pas d'importance en amour, vous créez un système où quelqu'un se fait avoir. Et dans le mariage moderne, ce quelqu'un est généralement l'homme avec des ressources. Les femmes ne sont pas des profiteuses parce qu'elles tiennent compte des ressources. Elles sont rationnelles. Elles sont stratégiques. Elles comprennent que les sentiments s'estampent, mais pas les factures. Elles comprennent que l'amour ne paie pas l'éducation des enfants ou les urgences médicales. Elles comprennent ce que les hommes commencent seulement à saisir. Le mariage est un tantra économique déguisé en comédie romantique. Et si vous signez ce contrat en pensant qu'il s'agit d'amour, vous êtes le pigeon dans l'arnaque de quelqu'un d'autre. Un contrat de mariage, le mot qui tue la romance plus vite que d'admettre que vous avez de l'herpès. Mais soyons clairs sur ce qu'est réellement un contrat de mariage. Ce n'est pas planifier le divorce, c'est reconnaître la réalité. Le mariage est 3 choses simultanément: spirituel, social et légal. Le spirituel est entre vous et ce en quoi vous croyez. Le social est la fête et la reconnaissance. Mais le légal, c'est un contrat contraignant avec l'État. Et la plupart des gens le signent sans lire les termes. Savez-vous ce qu'il y a dans ce contrat que vous signez? La plupart des mariés non plus. Ils sont là, dans leur costume de location, pensant au sexe de la lune de miel, tout en signant un document qui donne au gouvernement le contrôle de leur avenir financier. Les lois régissant votre mariage peuvent changer à tout moment. Loi fiscale, loi sur la prestation compensatoire, loi sur la garde des enfants. Le contrat que vous avez signé en 2010 n'est pas le même que celui qui vous lie en 2024. Le gouvernement peut réécrire les règles pendant que vous jouez la partie. Et vous avez accepté cela. Vous avez signé pour cela. Un contrat de mariage dit simplement « Nous allons écrire nos propres règles au lieu de laisser l'État décider ». C'est prendre le contrôle de votre propre avenir au lieu de le laisser à des juges et des avocats qui ne vous connaissent pas, ne se soucient pas de vous et ne vous aiment certainement pas. C'est la conversation la plus adulte que 2 personnes puissent avoir, et la plupart des gens sont trop immatures pour l'avoir. Le modèle de base est simple, le tien, le mien et le nôtre. Ce que tu apportes reste à toi, ce que j'apporte reste à moi. Ce que nous construisons ensemble, nous le partageons. Clair, net, juste. Mais même cette simple conversation est trop pour la plupart des couples. Ils préféreraient signer un chèque en blanc à l'État plutôt que d'avoir une conversation inconfortable sur l'argent. Ils préféreraient tout risquer plutôt que d'admettre que leur pour toujours pourrait avoir une date d'expiration. Les gens résistent au contrat de mariage comme si on leur demandait de planifier leurs propres funérailles. On a l'impression d'admettre la défaite avant que le jeu ne commence. On a l'impression de parier contre son propre bonheur. Mais c'est une pensée émotionnelle, pas une pensée logique. Vous souscrivez une assurance vie sans prévoir de mourir. Vous mettez votre ceinture de sécurité sans prévoir d'avoir un accident. Vous économisez de l'argent sans prévoir d'être au chômage. Un contrat de mariage n'est qu'une autre forme d'assurance, sauf que celle-ci vous protège de quelque chose avec un taux d'échec de 75%. La résistance vient du fantasme. Le fantasme que votre amour est différent. Que votre relation est spéciale. Que les statistiques s'appliquent aux autres, pas à vous. C'est la même illusion qui fait croire aux gens qu'ils vont gagner au loto ou qu'ils sont des conducteurs au-dessus de la moyenne. Tout le monde pense être l'exception.
Personne ne pense être la règle. Mais les mathématiques se moquent de vos sentiments. La probabilité ne respecte pas votre histoire d'amour. Voici ce que fait réellement un contrat de mariage. Il vous force à avoir les conversations que la plupart des couples évitent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comment allons-nous gérer l'argent? Que se passe-t-il si l'un de nous arrête de travailler? Et si quelqu'un hérite d'une fortune? Et si quelqu'un crée une entreprise? Et si, Dieu nous en préserve, nous ne nous aimons plus? Ce ne sont pas des conversations négatives. Ce sont des conversations d'adultes. Et si vous ne pouvez pas les avoir, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Les meilleurs mariages sont construits sur une honnêteté radicale à propos de vérités inconfortables. Sur l'argent, sur les attentes, sur ce qui se passe quand les sentiments s'estompent. Parce que les sentiments s'estompent toujours. Ce cocktail chimique dans votre cerveau qui vous rend stupide d'amour, il a une durée de vie, 18 mois à 4 ans selon les recherches. Après cela, il vous reste le partenariat, la compatibilité et l'accord que vous avez construit. Et si vous n'avez pas construit d'accord, si vous vous êtes contenté de surfer sur la vague chimique, vous êtes sur le point de découvrir ce que 60% des personnes mariées découvrent. L'amour ne suffit pas. Voici la vérité contre-intuitive. Les contrats de mariage ne tuent pas la romance. Ils l'améliorent. Parce que la vraie romance n'est pas une confiance aveugle, c'est un choix conscient. Quand vous avez un contrat de mariage, quand vous avez protégé les deux parties du pire scénario, quelque chose de magique se produit. Vous restez parce que vous le voulez, pas parce que vous le devez. Vous n'êtes pas piégé par l'économie. Vous n'êtes pas otage de complications juridiques. Vous êtes là par choix, chaque jour. C'est plus romantique que n'importe quel conte de fées. Savoir que quelqu'un pourrait partir facilement, mais choisit de rester, c'est ça le véritable amour. Savoir que vous pourriez partir, mais que vous n'en avez pas envie, c'est ça le véritable engagement. Pas l'engagement forcé d'être trop empêtré financièrement pour s'échapper, mais l'engagement volontaire de deux personnes qui se réveillent chaque jour et se choisissent à nouveau. Un bon contrat de mariage protège la dignité des deux parties. Il dit, si cela se termine, nous partirons tous les deux la tête haute. Il dit, je tiens assez à toi pour m'assurer que tu es protégé, même de moi. Il dit, nous entrons dans cette union en tant qu'égaux et nous en sortirons en tant qu'égaux si nous le devons. Ce n'est pas planifier l'échec, c'est se respecter mutuellement assez pour s'assurer que même l'échec ne vous détruira ni l'un ni l'autre. Mais la plupart des gens ne peuvent pas voir cela. Ils sont tellement pris dans la performance de la romance qu'ils ne voient pas la réalité du partenariat. Ils sont tellement investis dans la cérémonie qu'ils en oublient le mariage. Ils sont tellement concentrés sur le début qu'ils ne peuvent pas planifier la fin potentielle. Et donc, ils signent ce contrat d'État, ce chèque en blanc, cet accord pour laisser des étrangers décider de leur avenir. Tout cela parce qu'avoir une conversation d'adulte semble moins romantique que de prétendre que les problèmes n'existent pas. Voici ce dont personne ne parle. Les hommes qui restent dans des mariages morts parce que partir signifierait un suicide financier. Ce sont les morts vivants. Faisant les choses machinalement, restant pour les enfants, restant pour la maison, restant parce que recommencer à 45 ans avec la moitié de leurs biens signifie qu'ils ne prendront jamais leur retraite. Ces hommes ne sont pas comptés dans les statistiques de divorce, mais ils sont des victimes tout de même. On les voit partout une fois qu'on sait quoi chercher. Le type qui travaille tard tous les soirs, non pas parce qu'il aime son travail, mais parce que rentrer à la maison, c'est comme entrer en prison. L'homme qui a développé un problème d'alcool, non pas parce qu'il est alcoolique, mais parce que c'est la seule façon pour lui de tolérer sa vie. Le mari qui prend des antidépresseurs, non pas parce qu'il est cliniquement déprimé, mais parce qu'il est piégé dans une situation qui rendrait n'importe qui dépressif. Ces hommes ont signé pour un partenariat et ont obtenu la servitude. Ils ont signé pour l'amour et ont obtenu l'obligation. Ils ont signé pour l'intimité et ont obtenu le rejet. Et ils ne peuvent pas partir, parce que partir signifierait perdre tout ce pour quoi ils ont travaillé, leurs enfants, leur maison, leur retraite, leur avenir.
Alors ils restent, mourant un peu plus chaque jour, comptant les années jusqu'à ce que les enfants soient grands, jusqu'à ce qu'ils puissent enfin s'échapper sans tout perdre. Et la société appelle ces hommes des réussites parce qu'ils sont toujours mariés. La société les montre en exemple d'engagement, de devoir, de ce que font les vrais hommes. Mais ce que la société ne voit pas, c'est le prix que ces hommes paient, les rêves qu'ils ont abandonnés, le bonheur qu'ils ont sacrifié. La mort lente de leur esprit alors qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas des partenaires mais des prisonniers de leur propre vie. Les hommes font le calcul maintenant et les chiffres sont brutaux. Prenez votre patrimoine net, divisez-le par 2. C'est le coût minimum de votre divorce. Ajoutez maintenant les frais de justice. Ajoutez maintenant la prestation compensatoire. Ajoutez la pension alimentaire pour les enfants. Ajoutez maintenant la thérapie, la perte de productivité, la dévastation émotionnelle de perdre vos enfants la moitié du temps. Comparez maintenant cela aux avantages du mariage moderne pour les hommes. Le sexe, vous pouvez l'avoir sans mariage. La compagnie, vous pouvez l'avoir sans mariage. Les enfants, de plus en plus, vous pouvez les avoir sans mariage aussi. Qu'est-ce que le mariage offre exactement aux hommes qui justifie ce risque ? La réponse était autrefois claire. L'acceptation sociale, l'avancement de carrière, les enfants légitimes, le sexe régulier, le soutien domestique. Mais chacun de ces avantages a été déconstruit. La société accepte les célibataires maintenant. La discrimination professionnelle contre les hommes célibataires est illégale. Le sexe est plus disponible en dehors du mariage qu'à l'intérieur pour la plupart des hommes. Et le soutien domestique. La plupart des mariages modernes sont à double revenu, les 2 partenaires étant trop épuisés pour soutenir qui que ce soit. Alors, que reste-t-il ? Quelle est la proposition de valeur du mariage pour les hommes en 2024 ? L'amour. Vous pouvez aimer sans contrat. L'engagement. Vous pouvez vous engager sans l'implication du gouvernement. Le partenariat. Vous pouvez être partenaire sans enchevêtrement juridique. La seule chose que le mariage offre, que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs, est l'opportunité de perdre la moitié de vos biens et l'accès à vos enfants quand il échoue. Et les hommes commencent à réaliser que ce n'est pas un avantage, c'est une menace. La réponse à cela est toujours la même. Tu es aigri, tu es blessé, tu as été traumatisé par une mauvaise relation. Mais regardez les hommes qui fuient le mariage. Ils ne sont pas tous divorcés, beaucoup n'ont jamais été mariés. Ils ne sont pas tous aigris, beaucoup sont heureux, réussissent, s'épanouissent. Ils ne sont pas traumatisés. Ils sont logiques. Ils ont examiné le contrat, évalué les termes et décidé de ne pas signer. Ce n'est pas un traumatisme émotionnel, c'est de la littératie financière. Les femmes liront ceci et se sentiront attaquées. Elles diront que c'est misogyne, que cela réduit le mariage à l'économie, que cela détruit la romance. Mais demander aux hommes d'ignorer la réalité financière au nom de la romance est exactement la façon dont ils finissent détruits. C'est comme demander à quelqu'un d'investir toutes ses économies sans regarder les conditions, parce que les vrais investisseurs ont la foi. Ce n'est pas de la romance, c'est de l'exploitation. Le mensonge confortable est que le mariage est une question d'amour et que l'amour triomphe de tout. La vérité inconfortable est que le mariage est un contrat légal avec de sévères pénalités financières en cas d'échec, et l'échec est statistiquement probable. Le mensonge confortable est que votre mariage sera différent. La vérité inconfortable est que tous ceux qui ont divorcé pensaient la même chose. Le mensonge confortable est que planifier l'échec provoque l'échec. La vérité inconfortable est que ne pas planifier, c'est planifier d'échouer. Les hommes n'évitent pas le mariage parce qu'ils ne peuvent pas aimer. Ils l'évitent parce qu'ils peuvent aimer sans signer un contrat qui met en péril tout ce qu'ils ont construit. Ils ne sont pas phobiques de l'engagement, ils sont conscients des risques. Ce ne sont pas des Peter Pan refusant de grandir. Ce sont des adultes qui ont appris à lire les contrats avant de les signer. Et ce qu'ils lisent dans le contrat de mariage les fait fuir. Les tactiques de la honte ne fonctionnent plus.
Traiter les hommes de gamins parce qu'ils ne se marient pas ne fonctionne pas quand ces gamins construisent des empires pendant que les hommes mariés se font détruire au tribunal. Dire qu'ils passent à côté de quelque chose ne fonctionne pas quand ils voient leurs amis mariés malheureux et piégés. Les menacer d'une vieillesse solitaire ne fonctionne pas quand ils voient des hommes divorcés mourir seuls de toute façon, juste plus fauchés. Le nouveau modèle qui émerge ne consiste pas à éviter les relations. Il s'agit d'éviter l'enchevêtrement juridique. Les hommes continuent de fréquenter, d'aimer, de s'engager. Ils ne signent simplement pas le contrat. Ils gardent leurs biens séparés. Ils maintiennent leurs propres espaces. Ils protègent leur avenir tout en construisant des partenariats. Et malgré ce que dit la société traditionnelle, beaucoup s'épanouissent. Ils ont des relations selon leurs propres termes, des partenariats sans risque juridique, de l'amour sans exposition financière, même des enfants de plus en plus sans mariage. Le système qui forçait les hommes à se marier par la pression sociale est en train de s'effondrer. Et sans cette pression, les hommes posent une question simple. Qu'est-ce que j'y gagne? Et ils ne trouvent pas de bonne réponse. Ce n'est ni une célébration, ni une condamnation, c'est une observation. Le taux de nuptialité s'effondre, l'âge moyen du premier mariage augmente. De plus en plus d'hommes choisissent de rester célibataires en permanence. Et au lieu de se demander pourquoi les hommes sont brisés, peut-être devrions-nous nous demander pourquoi l'institution du mariage est si brisée que des hommes rationnels s'en détournent. Parce que voici la vérité brutale que personne ne veut dire à voix haute. Le mariage moderne est une mauvaise affaire pour les hommes avec des ressources. C'est une excellente affaire pour les hommes qui n'ont rien à perdre et les femmes qui ont tout à gagner. Mais pour les hommes qui ont réussi, les hommes qui ont construit quelque chose, les hommes qui ont des biens à protéger, le mariage est une roulette russe avec la moitié de votre patrimoine net comme balle dans le barillet. Si vous comptez toujours vous marier, si vous comptez toujours prendre ce risque, faites-le au moins les yeux ouverts. Ayez la conversation sur le contrat de mariage, pas celle superficielle où vous le mentionnez puis cédez quand elle pleure. La vraie, celle où vous exposez exactement ce que vous risquez et comment vous vous protégerez tous les deux si ça échoue. Parce que ça pourrait échouer. Peu importe à quel point vous vous aimez maintenant, ça pourrait échouer. Et si vous ne pouvez pas avoir cette conversation, si vous ne pouvez pas faire face à cette possibilité, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Vous êtes prêt pour une cérémonie, ce qui est une chose très différente. Vous êtes prêt pour la performance, pas pour le partenariat. Vous êtes prêt pour le fantasme, pas pour la réalité. Les couples qui réussissent, ceux qui déjouent les pronostics, ce sont ceux qui peuvent parler d'argent sans se disputer, qui peuvent planifier les imprévus sans se sentir trahis, qui peuvent se protéger mutuellement même d'eux-mêmes. Ce sont ceux qui se choisissent chaque jour, non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Et ce choix n'est réel que lorsque partir est réellement possible. Le mariage peut être magnifique, il peut être transformateur, il peut être le plus grand partenariat de votre vie. Mais il peut aussi être votre destruction financière et émotionnelle. Et prétendre que cette seconde possibilité n'existe pas ne la fait pas disparaître. Cela vous rend simplement non préparé quand elle arrive. Les hommes ne fuient pas l'amour, ils fuient un contrat qui n'a aucun sens. Ils ne refusent pas de s'engager, ils refusent de mettre leur engagement entre les mains d'un système juridique qui profite de leur échec. Ils n'évitent pas les femmes, ils évitent un accord qui n'a de sens que si vous ignorez les mathématiques. Pensez à qui profite du divorce. Les avocats facturant des centaines d'euros de l'heure pour des disputes qui pourraient être évitées. Les thérapeutes traitant le traumatisme qui n'avait pas besoin de se produire. Les agents immobiliers vendant les maisons que les familles sont forcées de liquider. Toute une industrie bâtie sur la destruction des mariages. Et vous vous demandez pourquoi le système ne les protège pas. Le système judiciaire familial n'est pas défaillant. Il fonctionne exactement comme prévu. Il est conçu pour extraire un maximum de ressources des familles brisées. Il est conçu pour créer des conflits là où la coopération pourrait exister. Il est conçu pour transformer les parents en adversaires, se disputant les enfants comme des biens.
et les hommes, étant généralement les plus hauts revenus, sont les principales cibles de cette machine d'extraction. Vous pensez que le juge se soucie de votre histoire. Vous pensez que l'avocat qui se bat pour votre femme n'est pas ami avec votre avocat. Vous pensez que le système veut des divorces rapides, propres et à l'amiable. Le système veut du sang. Il veut des combats. Il veut des heures facturables, et des frais de justice, et des conseils obligatoires, et des évaluations de garde. Chaque complication est un profit. Chaque conflit est un revenu. Et vous avez signé pour être le produit que cette machine traite. Si cela vous met en colère, demandez-vous pourquoi. Pourquoi le fait que des hommes se protègent financièrement vous met-il en colère? Pourquoi l'évaluation rationnelle des risques en amour vous offense-t-elle? Pourquoi traiter le mariage comme le contrat qu'il est ressemble-t-il à une trahison? Peut-être parce qu'on vous a vendu le même fantasme qu'à tout le monde. Le fantasme que l'amour triomphe de tout, y compris des mathématiques, des statistiques et du droit des contrats. Mais le fantasme ne paie pas la pension alimentaire. Le fantasme ne mène pas les batailles pour la garde des enfants. Le fantasme ne reconstruit pas après une destruction financière. La réalité, si. Et les hommes choisissent enfin la réalité plutôt que le fantasme. Même si cela signifie s'éloigner d'une institution qui veut définir la virilité elle-même. Le jeu a changé. Les risques se sont multipliés. Les avantages se sont évaporés. Et les hommes l'ont remarqué. Ils ne sont pas brisés pour l'avoir remarqué. Ils sont rationnels. Ils n'ont pas tort de se protéger. Ils sont intelligents. Ils ne sont pas moins masculins de refuser de signer. Ils sont plus conscients. Le mariage est en train de mourir, non pas parce que les hommes ne veulent pas s'engager, mais parce que l'institution exige trop et offre trop peu. Jusqu'à ce que cela change, jusqu'à ce que le contrat ait un sens, jusqu'à ce que le risque corresponde à la récompense, les hommes continueront de s'en aller. Et peut-être que ce n'est pas une crise, peut-être que c'est une évolution. Peut-être que ce sont les hommes qui apprennent enfin que leur valeur n'est pas déterminée par leur volonté de signer un mauvais contrat. Si cette vérité résonne en vous, si ces mots expriment ce que vous pensiez sans pouvoir l'articuler, partagez ceci avec un autre homme qui a besoin de l'entendre. Aimez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux sur des risques que vous n'aviez pas envisagés. Abonnez-vous pour plus de vérités sans filtre sur les relations, l'argent et les contrats qui peuvent détruire les deux. Parce que quelqu'un doit dire ce que tout le monde pense, mais que personne n'est autorisé à dire. Et si ce quelqu'un doit être moi, qu'il en soit ainsi. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez. Dites-moi dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous m'écoutez. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Votre avis compte beaucoup pour moi. Si vous aussi vous avez une histoire particulière, touchante ou amusante à partager, n'hésitez pas à la raconter. C'est toujours un plaisir de lire vos expériences. Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.